Bon, ben, bienvenue à tous pour cette 5e ronde. Fort important. Alors, si le Premier ministre est prêt pour son discours de 6 minutes, nous allons commencer. Merci beaucoup. Bon débat à tous. Alors, Monsieur le Président, nous sortons d'une crise économique et la reprise est chancelante. Et en fait, présentement, les taux d'intérêt sont très bas et les gens en profitent pour acheter des maisons parfois plus grosses que ce qu'ils auraient acheté si les taux d'intérêt avaient été un peu plus élevés, mais ils considèrent qu'ils peuvent se permettre des plus grosses maisons présentement. Mais le risque que nous estimons, c'est que si les taux d'intérêt remontent parce que la croissance économique reprend de la vigueur, beaucoup de gens pourraient perdre leur maison. C'est pourquoi au gouvernement, nous proposons qu'il soit résolu que la mise de fonds obligatoire pour l'achat d'une propriété soit augmentée à 20 %. J'apporterai un argument économique qui comportera 3 sous-aspects. Le premier, payer moins d'intérêts. Le deuxième, diminuer le risque structurel. Et le troisième, prévenir une autre crise économique. Donc, en fait, si les gens paient un plus gros montant dans la mise de fonds, ensuite, il leur reste un moins gros montant à leur hypothèque. Par conséquent, le taux d'intérêt qu'ils paient sur ce montant-là diminue, et ce qui leur permet d'augmenter leurs revenus disponibles. Et ça, c'est bien parce que les foyers ont d'autres sources d'endettement. Alors, ainsi, en ayant payé plus, au départ, ils paient moins d'intérêt et, dans le fond, remboursent plus de capital. Et nous pensons que c'est bien parce que, comme je l'ai dit, ça augmente le revenu disponible. Ensuite, pour les banques, d'avoir une plus grosse mise de fonds, ça démontre que les gens ont une santé financière très stable. Et ceci est bon parce que ça diminue le risque structurel pour les banques et le risque actuariel de mauvaise créance. Et le risque actuariel de mauvaise créance oblige les banques à augmenter un peu le taux d'intérêt qu'ils donnent parce qu'ils doivent tenir compte des gens qui ne seront pas en mesure de rembourser leurs créances. Si on diminue le risque actuariel de mauvaise créance, les banques vont être plus en confiance et vont être prêts à prendre à diminuer les taux d'intérêt qui est le reflet des risques que les gens ne remboursent pas leurs prêts. Et nous pensons que c'est bien parce que toutes les personnes qui ont des prêts hypothécaires, qui veulent accéder à la propriété, vont profiter de taux d'intérêt plus bas. Et en payant moins d'intérêt, ça augmente leur revenu disponible pour payer leurs autres sources d'endettement. Oui. Que faites-vous du risque de jamais réussir à avoir une maison? Bien, nous estimons que mieux vaut attendre un peu plus, rester à logement, accumuler de l'argent, et puis quand tu achètes une maison, là tu la gardes, que d'acheter une maison trop rapidement et de ne pas être en mesure de la garder et de retourner à logement. Car c'est une source de divorce aussi, la précarité financière. Et en fait, ce qui est bien à diminuer les risques de mauvaises créances pour les banques, c'est que ce sont les mauvaises créances des banques qui créent les crises économiques. Parce que ces mauvaises créances-là, une créance en soi, tu es censé récupérer ton argent. Si tu n'as aucune chance de récupérer ton argent, là, en fait, tu te retrouves avec un actif fictif. Tu ne possèdes plus cet actif. Et cette somme de mauvaises créances a créé la crise économique de 2008. Et en quoi c'est mal? L'affaire, c'est que quand il y a une crise économique, c'est le gouvernement qui finit par payer pour les banques. Et en fait, non seulement le gouvernement paie pour les banques qui ne récupèrent pas leurs créances, mais le gouvernement doit aussi payer pour les services sociaux qu'ils vont offrir aux gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur maison et qui ont besoin d'une aide de subsistance. Donc, ultimement, les mauvaises créances, ça revient que c'est le gouvernement, c'est la collectivité qui paie au bout du compte. Et ça, c'est mal parce que dans le fond, un peu comme les individus, le gouvernement a besoin d'avoir le plus grand revenu disponible possible parce qu'il y a d'autres postes budgétaires à combler. Par conséquent, je pense vous avoir démontré que
Notre motion est bien parce que pour les individus, ça diminue les intérêts qu'ils vont payer une fois par et ça met des assises solides sur leur accès à la propriété. Et nous croyons que les gens doivent accéder à la propriété parce que c'est le plus bel avoir, mais en même temps, c'est le plus gros prêt que les gens en général obtiennent dans leur vie. C'est pourquoi nous croyons que mieux vaut mettre des assises solides, que les gens prennent un peu plus de temps pour obtenir une mise de fonds supplémentaire. Et comme le dit dans un célèbre jugement de Common Law, chez lui, un homme est le seigneur de son château. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les banques ne puissent pas reprendre en paiement les châteaux de nos seigneurs. Alors, encore une fois, la membre de la couronne apportera d'autres sous-aspects, mais je tiens à dire que d'un point de vue économique, nous croyons au gouvernement qu'en faisant payer moins d'intérêts aux gens, en diminuant le risque structurel pour les banques et en diminuant les chances de crise économique, on va avoir une croissance économique peut-être un peu moins forte, mais ce ne sera pas une croissance économique artificielle dopée par le surendettement. Ça va être une croissance économique à la mesure de nos moyens et de nos besoins. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'inviterai maintenant le membre de l'opposition pour son discours de 7 minutes. Première et dernière protégée. Bien, bonjour à tous, membres du jury, nos collègues au gouvernement. Vaut mieux tout de suite que dans un moment d'énervement. Donc, aujourd'hui, le gouvernement nous présente une motion qui, pour nous, on a l'impression que c'est les nouvelles banques. Là. On a déjà vu notre gouvernement plus pro-droit social. Vraiment, nous, on trouve que le gouvernement a l'air de vouloir s'enrichir. Il nous parle de crise économique, de le prévenir, et leur solution, eux, c'est une augmentation des frais pour l'achat d'une maison, qui, on ne se le cachera pas, est une partie très importante de la vie de quelqu'un, ce que le gouvernement semble oublier. Donc, je commencerai par présenter nos arguments, je réfuterai ensuite les arguments du Premier ministre, et je terminerai avec une brève synthèse. Donc, pour vous mettre en contexte tout de suite, on a une grande ligne directrice qui va être l'accès à une propriété, c'est pour la bourgeoisie. Et je vais développer quelques sous-arguments et mon collègue viendra renforcer cette ligne directrice centrale. Donc, comme je l'ai dit, premier argument, l'accès à une propriété, c'est pour les bourgeois, qui sera suivi par nuisance à l'industrie. Donc, l'accès à les propriétés, c'est pour les bourgeois. 20% en cash down, c'est énormément d'argent. C'est pas tout le monde qui a les moyens de ramasser ça. On parle d'un salaire moyen de 60 000 $ par année. Combien de temps ça va prendre avant qu'ils puissent finalement faire cet achat-là? Achat qui, comme je l'ai dit, est très important. C'est une étape dans une vie. Avoir une maison, c'est un symbole. Ça représente quelque chose. Tu es rendu à un point dans ta vie. Le gouvernement semble vouloir dire on attend, c'est correct, c'est mieux d'attendre. Mais les enfants, la stabilité, est-ce qu'ils vont attendre eux aussi? C'est des détails qui font partie de l'achat d'une maison. Puis on ne peut pas juste dire qu'on peut repousser ça. Voyons donc, ça va d'allure, on va être tous à 40 ans, puis on va encore être locataire. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne voit pas en quoi vraiment cette augmentation-là pourrait prévenir la crise ou pourrait aider notre société. Au contraire, on pense que ça va juste l'alourdir, puis que vraiment au niveau de la capacité d'épargne, ça va être une nuisance pour les gens. C'est un danger à long terme de toujours repousser une étape comme ça. Ensuite, la nuisance à l'industrie. Et ici, là, on parle de deux industries très importantes. L'industrie de la construction et l'industrie immobilière. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de vente de maison, il n'y a pas de construction. Hein? Donc vraiment, là, on nuit au milieu de la construction, on nuit également au milieu immobilier, qui, laissez-moi vous le rappeler, est encore très instable.
On ne considère pas en ce moment que c'est une valeur sûre d'avoir quelque chose en immobilier. C'est plus le domaine le plus fort. Puis là, on voudrait venir nuire à ça. C'est une perte au niveau de l'industrie, comme je l'ai dit, une perte monétaire. Je vais prendre ma question. Qu'est-ce que vous pensez de l'exemple de Détroit avec toutes ces maisons abandonnées? Est-ce que ça nuisait à l'industrie? Honnêtement, je ne connais pas l'exemple de Détroit, donc je vais passer. Là. Et revenir à mon argument. Troisième nuisance à l'industrie, les banques. Parce qu'on s'entend que le crédit sur les banques, les prêts qu'ils font pour les maisons, c'est une grosse part. Ils nous ont parlé des banques, eux, à dire qu'il va peut-être avoir moins payé d'intérêt, mais quelle nuisance économique vous allez leur apporter? Pas sûr, moi, que les banques seraient contents. C'est une perte de clients et une perte d'argent. Donc vraiment, au niveau des industries, là, cette augmentation-là ne ferait que nuire à l'ensemble de la société en général. Je passerai maintenant à la réfutation. Comme je l'ai dit, notre argument industriel est une réfutation en quelque part de dire qu'on va économiser, on va payer moins d'intérêts, plus facile de rembourser le capital, les banques plus en confiance, mais non, c'est juste une nuisance aux banques que vous allez leur apporter, une perte d'argent, une perte de clients, puis c'est ça. Ensuite, on a parlé de risques structurels, d'essayer d'améliorer les mauvaises créances. Vraiment, le gouvernement, on trouve qu'ils ont une logique très néolibérale. Toujours avoir plus de temps, plus d'argent, essayer de prévenir la crise. Et ça, vraiment, là, à l'opposition, on considère que c'est très hypothétique. La dernière crise économique, là, le Canada est un des pays à s'en être le mieux sortir. Puis vous êtes déjà là à parler de la nouvelle qui n'est même pas encore là. Vous parlez à long terme, mais à court terme, une augmentation de 20 c'est une nuisance pour les gens, pour leur mode de vie, et c'est une nuisance à la société au niveau industriel et économique également. Donc vraiment, en plus, il y a beaucoup plus de trucs qui rentrent en ligne de compte que juste l'achat d'une maison qui cause une crise économique. Vous semblez oublier le commerce international, l'inflation. Ce ne serait pas cette notion-là, cette solution-là qui réglerait les pays en crise. C'est pas vrai du tout. Donc vraiment, pour résumer notre position à nous, à l'opposition, on ne voit pas l'intérêt en ce moment de cette motion. Tout simplement pas. C'est une augmentation pour les gens, c'est une perte d'accessibilité à une maison. On parle, c'est un droit de se loger, d'avoir son chez-soi, de finalement atteindre ce stade de ta vie où tu peux te payer la maison de tes rêves. Puis on s'entend qu'avec cette augmentation-là, on ne parle plus de maison de tes rêves. On parle de la maison abordable que tu vas être capable, après on ne sait pas combien d'années, de finalement te payer. Donc vraiment, à l'opposition, on s'oppose fermement à cette motion. Et monsieur, le premier ministre, a parlé de source de divorce. Laissez-moi vous dire que vivre avec 30 ans à deux, dans un petit 3,5, amenez-le le divorce, parce que, ouf, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc vraiment, au niveau argumentaire, le gouvernement ne nous a pas convaincus. Il ne nous a pas convaincus que, oh, il y a un danger de crise, il faut faire quelque chose. Et cette solution-là, pour nous, ne serait pas la bonne solution, que ce soit à court terme, que ce soit à long terme. C'est un mauvais message qu'on envoie à notre société. C'est vraiment ça. Avoir une maison, c'est pour la bourgeoisie. Est-ce que c'est le message que le gouvernement veut envoyer à sa société? Franchement, moi, j'espère que non. Et j'espère que vous également, messieurs les juges. Merci. Merci beaucoup, le membre de l'opposition. J'inviterai maintenant la membre de la couronne, qui sera prête pour son discours de 7 minutes également, première et dernière. Protégez. Chers membres du jury, aujourd'hui, je crois que l'opposition ne comprend pas exactement ce qu'est une crise financière. Alors, je vais vous mettre un peu en contexte ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est que les banques
ont pris tellement de prêts instables, de prêts de gens qui n'avaient pas la vraie capacité de rembourser leur maison, rembourser leurs prêts. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout d'un coup, les taux d'intérêt ont augmenté. Et puis ces gens-là qui avaient pris un prêt qui n'étaient pas en mesure déjà de rembourser, quand les taux d'intérêt ont augmenté, ils ont perdu leur accès à la propriété. Et ça a fait une ville comme Détroit, une ville où les gens ne peuvent plus habiter leur maison car ils n'ont pas les moyens de rembourser leurs prêts, et également des banques qui ont fermé. Et je vais expliquer ça tout en détail, mais tout d'abord, je vais vous présenter 2 arguments. Premier argument, culture de consommation instantanée. Et deuxième argument, la stabilité des ménages. Donc, la culture de consommation instantanée. Ce qu'on fait quand on permet aux gens très, très rapidement, comme on l'a dit, là, le temps, c'est de l'argent rapidement. On veut avoir accès à de grandes maisons, on veut sortir de nos petits 3,5. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça crée une culture de superficialité. Ça crée une culture de « je consomme, donc je suis ». Et ça, c'est très mauvais parce que les gens perdent de vue la valeur de l'épargne. La valeur que ce qu'on possède, on l'a mérité. Ce qu'on possède, on a travaillé pour, et c'est réellement à nous. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les ménages canadiens sont complètement surendettés et l'économie roule sur l'endettement des ménages. Et ça, c'est tellement instable. Et comme l'accès à la maison, c'est le plus gros endettement des ménages, donc nous, notre mesure, c'est pour éviter que les ménages soient surendettés et également qu'ils soient dans une culture de on pense qu'on a accès à tout, mais tout ce qu'on a accès, on l'a accès avec le crédit. Et ça, c'est mauvais parce qu'on perd de vue complètement la grosseur de notre passif et ça nous rattrape et on n'est plus en mesure de rembourser. Donc, nous, on veut une société où les gens sont davantage conscients de leur pouvoir d'achat, sont davantage conscients de ce qui est disponible réellement et de ce qu'ils peuvent avoir réellement. Donc, deuxièmement, la stabilité des ménages. Donc, qu'est-ce qui se passe si on n'est plus en mesure de rembourser son prêt hypothécaire? Ça gâche une vie réellement, ça gâche la vie des ménages et ça arrive de plus en plus. On perd la maison, non seulement on perd la maison, mais souvent le divorce arrive parce que l'instabilité financière est une des causes de divorce les plus connues. Donc, on vit dans la précarité, on vit dans l'instabilité. Oui, on est peut-être dans un palais royal autour de nous, on a 4 chambres de bain, on a 10 chambres à coucher, mais si tous les jours on vit dans le stress à savoir si les taux d'intérêt augmentent, est-ce qu'on va être en mesure de rembourser la maison? Donc, ça ne sert à rien de vivre dans un palais s'il n'y a rien qu'on peut mettre dans le frigo ou si on n'est pas sûr demain si nos enfants vont avoir un toit. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est on va attendre un peu, mais une fois qu'on va acheter la maison, elle va être à nous, puis puisque nos mensualités vont être plus basses et on va être plus en mesure de les rembourser. Donc, vivre au-dessus des moyens, de ces moyens, ce n'est pas une bonne avenue pour les ménages. Nous, on est pour l'épargne, on est pour la santé financière et ça va créer ainsi moins d'instabilité. Oui? Qu'est-ce que vous faites dans le moment présent? Les gens, l'argent qu'ils doivent mettre pour économiser une maison, ils ne peuvent pas l'utiliser à ce moment-là. Je vais réfuter votre argument, donc je vais y venir. Alors, on nous a dit, nous, on est pour aussi une mesure bourgeoise. Les seuls gens qui vont avoir accès à la propriété, c'est les gens trop riches. Mais non, au contraire, nous, on voit également, on est pour les gens, parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que présentement, oui, les gens ont accès rapidement à la propriété, mais ils payent leur maison 2 et 3 fois en taux d'intérêt. Donc, nous, au contraire, on n'est pas bourgeois, puisqu'on veut que les gens payent leur maison juste une fois ou une fois et demie avec leur taux d'intérêt. Alors, c'est le contraire. Ça répond à votre question. Et donc, c'est ça. C'est pas, oui, on va attendre un peu plus longtemps, on va peut-être être un peu plus précaire, mais de toute façon, aussi, la précarité, on sait que ça soude des gens ensemble. C'est vraiment... je ne vois pas quelle valeur il y a dans vivre au-dessus de ses moyens, vivre dans quelque chose, dans un rêve, dans une bulle, dans un nuage. Nous, on veut que les gens soient bien, mais soient stables.
Donc, deuxième argument, on nous a dit que ça allait nuire à l'industrie de la construction immobilière et des banques. Donc, en fait, non, au contraire, parce que les banques n'ont aucun intérêt de prêter de l'argent à des gens qui ne sont pas en mesure de rembourser. Et comme on l'a vu à Détroit, la banque Goldman Sachs a eu beaucoup de misère à vivre. Et puis ça, c'était jamais vu dans notre économie capitaliste, des banques qui commencent à faire faillite. Et puis là, les banques se prêtent de l'argent entre eux. Et donc, ça crée une grosse instabilité, une grosse bulle financière entre les banques. Et ça, c'est aucunement dans leurs intérêts. Au contraire, ils vont avoir plus d'épargne, et ça, c'est dans leurs intérêts, dans leur stabilité, et ça va éviter ainsi que la croissance soit dopée. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose ici? On vous propose d'avoir les deux mains sur le volant, de retomber sur terre, d'être en mesure de savoir ce qu'on a, d'arrêter d'automatiquement sortir la carte de crédit de notre poche dès qu'on veut quelque chose, d'y penser un peu avant et d'aller dans la logique. Justement, ils nous traitent de capitalisme, mais non, nous, on veut sortir de cette logique du capitalisme automatique. Nous, on veut que les gens soient conscients que cette vie ou ce mode de vie n'est pas viable et qu'ils doivent davantage épargner pour ensuite vraiment posséder ce qu'ils ont et pouvoir vivre une vie stable, vivre une vie où ils peuvent planifier, ils peuvent savoir que demain, il va y avoir quelque chose sur la table et qu'on va être en mesure de rembourser notre prêt hypothécaire. Donc, cher jury, je vous invite à voter pour cette motion parce que c'est pour le bien-être de vos enfants, de l'économie canadienne et des ménages. Merci la membre de la Couronne pour son discours. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition pour son discours de 10 minutes. 34, c'est quoi les... Madame Zouta? C'est 1 et 4. Merci. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir recentrer le débat, un peu faire une petite mise au point sur ce qui s'est passé jusqu'à présent sur le débat. Pour ensuite, je vais vous énoncer 3 nouveaux arguments qui montrent complètement que le gouvernement passe à côté de quelque chose. Puis finalement, je vais réfuter les arguments puis reconstruire un peu le tout pour vous expliquer pourquoi on gagne dans ce débat-là. Premièrement, pour recentrer le débat, on trouve ça un peu décevant encore pour l'opposition que le gouvernement pense encore dans une logique économique. On stigmatise les gens, on dit que les gens sont irresponsables, on ne sait pas comment s'occuper de eux. C'est comme une logique complètement néolibérale. Pour sortir de la crise, il semble résumer en gros la crise là, à l'instabilité financière égale des hypothèques puis une maison qui se tient. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'était juste un peu pour recentrer avant de vous énoncer mes éléments. Aussi, on nous a donné beaucoup d'exemples, les banques aux États-Unis, des banques aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des milliers de banques. Dans un contexte canadien, ça se compte sur les doigts de la main. Il y a des banques, c'est plus réduit, c'est pas le même contexte. On aurait aimé ça à l'opposition de voir des exemples au Canada. Il n'y en a pas eu. 3 nouveaux arguments. Premièrement, le premier argument, c'est capacité d'épargne souvent impossible. Mon deuxième argument, c'est éternel locataire. Troisième argument, fonction sociale des banques. Bon. Comme premier argument, je voulais faire rappeler quelque chose que le gouvernement semble dire tout le monde peut épargner, ça se fait, on peut. Mais pour remettre un peu des chiffres sur la table, les maisons maintenant se vendent environ 300 000 $. Du 20 de 300 000 $, c'est 60 000 $. Comment pensez-vous que quelqu'un à 10 $ de l'heure qui travaille au salaire minimum va avoir la capacité de se mettre comme 30 $ par semaine de côté? Ça va lui prendre 20 ans payer sa maison. Il ne sera jamais dans sa vie active en mesure de payer sa maison alors qu'il pourrait commencer tout de suite à payer sa maison. Je ne prendrai pas votre question. Aussi, si on pense aux étudiants qui sortent avec une dette d'études, sortent déjà une dette d'études, le temps que tu rembourses ta dette d'études, plus que tu arrives à répargner pour pouvoir t'acheter une maison, fait aucun bon sens. On va attendre, on va avoir 40, 50 ans. Oui, on veut que les gens puissent conserver leur maison, mais on va réduire le nombre de gens qui ont accès aux maisons. Ça, c'est définitif. Puis, nous, ce qu'on trouve, là, c'est pourquoi pas au gouvernement proposer des solutions
pour des programmes plus sociaux d'accès à la propriété, comme ça se fait déjà, comme on a vu, au lieu des arguments économiques, protégeons les banques, il faut leur donner le 20%, meilleure créance, on utilise carrément un vocabulaire des banques. Puis un vocabulaire, je pense que c'est le temps de penser social, puis de se dire, il y a peut-être une autre manière de s'assurer que les hypothèques soient plus stabilisées, peut-être par une coopération avec le gouvernement, peut-être par des programmes sociaux. Nous, on pense que ça joue avec un autre niveau, peut-être une tierce partie que juste les banques à ce niveau-là. Nous aussi, on trouve que le capital, c'est souvent un bon moyen, en payant une maison, c'est souvent un bon moyen de monter son capital. Fait que nous, on trouve que c'est ridicule de ne pas laisser la chance aux gens de payer tout de suite sur une maison quand ils n'ont pas la capacité d'épargne. Ça réduit, oui, ils payent plus d'intérêts, mais éventuellement, vont toucher au capital, vont finir par le gruger, ce qui est pratiquement impensable autrement pour leur situation. Par rapport à mon deuxième argument, éternel locataire, j'aimerais juste faire un point au niveau de l'instabilité que ça peut provoquer. Comme, étant donné tout le temps qu'on va louer des maisons, il faut épargner, on va louer comme des logements, mais pendant cela, ça crée une instabilité. Le propriétaire peut reprendre à tout moment son loyer pour la famille, on déplace la famille, on change de place. Il n'y a pas moyen que ça soit sa place. On a des visites, il faut qu'on pense à déménager, il faut qu'on pense les loyers qui augmentent sans cesse d'année en année. On s'enfonce vers un gouffre sans fin. Je ne vois pas comment vous pensez que les gens peuvent augmenter leur épargne tout en augmentant le coût de la vie, augmentant le coût des loyers. Ça ne fait aucun bon sens comme situation. Troisième argument que je vais passer assez rapidement, c'est la fonction sociale des banques. Les banques servent à financer des projets à long terme. Ils servent à justement aider tout le monde. Pas aider juste les riches. Maintenant, avec votre projet, vous demandez qu'il y ait 20% pour être sûr que les banques, eux, ils ne perdent pas d'argent. Pauvres banques, hein, ils font donc pitié, les banques. Ils ne font pas assez d'argent comme ça. Ils sont pas, non, on va diminuer les risques, c'est bénéfique pour tout le monde. Je peux prendre votre question. Pensez-vous qu'un surendettement, c'est mieux? Mais nous, on ne voit pas le lien direct avec le surendettement parce qu'on peut s'endetter pour s'acheter une voiture, on peut s'endetter pour acheter des vêtements, on peut s'endetter pour partir en voyage. Nous, on dit surendettement comme si l'hypothèque, c'était la seule mesure de la stabilité économique et de l'endettement des ménages. Ça n'a aucun bon sens. Au lieu de demander 20 pourquoi les banques ne seraient pas capables d'offrir plus d'informations aux consommateurs sur les risques que ça peut engendrer du futur, que les taux d'intérêt peuvent augmenter? C'est ça qu'on devrait proposer au gouvernement, travailler à imposer aux banques des programmes d'information pour les consommateurs. Il faut leur offrir plus de choses, plus d'informations, pas juste leur demander plus d'argent. Pour réfuter les arguments du ministre de la Couronne, on a dit culture de consommation instantanée. Mais nous, ce qu'on dit à l'opposition, c'est ridicule de faire moisir du capital pendant des années. On fait un petit peu d'intérêt jusqu'à temps qu'on ait notre 60 000. Tout le monde commence à faire ça. Là. Cet argent-là n'est pas injecté dans notre économie. Elle est en train de monter pour que les gens puissent acheter. C'est complètement ridicule la façon que la logique du gouvernement. Cet argent-là, si on l'investit pour bâtir une maison, ça se redistribue dans l'économie immédiatement. Comme on ne peut pas monter les comptes d'épargne sans arrêt. Stabilité des ménages, un peu, je pense que j'ai déjà raffiné cet argument-là. Comme on dit que c'est juste pour les hypothèques, c'est important, puis le divorce, on fait un lien avec l'hypothèque et le divorce. Oui, il y a peut-être des liens, mais si quelqu'un perd sa job, il se retrouve en situation d'insécurité financière, ça n'a aucun rapport avec sa banque, avec son hypothèque, là, il y a le même problème. Il va perdre sa maison, il a perdu sa job. C'est dans un contexte économique, c'est vous qui l'avouez, le contexte économique est à la crise en ce moment, mais il va y avoir des pertes d'emploi. Il faut essayer de travailler des programmes sociaux, pas juste penser au monde, ramasser de l'argent. Si j'ai ramassé 40 000, je perds ma job, je suis obligé de tout gaspiller mon épargne pour essayer de vivre. Je ne l'aurai jamais à ma maison, jamais, c'est juste impossible. Pour un peu reconstruire un peu les arguments membres d'opposition, ma collègue, on dit accès à la propriété, c'est juste pour les bourgeois, mais ça revient à ça, c'est une question d'accessibilité. Si genre, le Québec et le Canada s'est développé, c'est que justement, on a donné accès par le passé à la propriété aux gens. Ils ont pu bâtir un capital, puis après, au courant de leur vie, réhypothéquer pour investir dans d'autres choses, se partir des compagnies. Ça l'a aidé, il y a eu une mesure. Et on n'est pas dans le même contexte qu'aux États-Unis, où il y a des centaines de banques. Nous, on dit, on répète, on martèle là-dessus, le gouvernement doit être proactif, suggérer des solutions, pas juste dire aux banques, demander plus cher au monde, comme ça c'est safe. C'est l'option facile, c'est ça qu'on essaie de faire remarquer ici. On dit aussi, argument numéro 2, nuisance à l'industrie. Ça revient, comme je disais, on ne peut pas laisser juste moisir du capital. Il faut vraiment qu'on puisse utiliser ça pour l'industrie immobilière, pour l'industrie bancaire, l'industrie de la construction. Il faut que ça roule, il ne faut pas qu'on attende comme ça. Là. Puis même les gens, c'est triste à dire, mais c'est une réalité économique. Si les gens perdent leur maison, quelqu'un d'autre va l'acheter, ça continue, ça roule. Il ne faut pas genre laisser ça moisir.
Pour redéconstruire un peu les arguments rapidement du premier ministre, on a dit payer moins d'intérêts parce qu'on a un plus grand cash-out. Mais oui, mais ça, c'est dans un monde idéal. C'est pour les gens qui sont capables de se le payer. Il y a une minorité des gens qui ne seront jamais capables de se rendre que là. Fait que payer moins d'intérêts, ça bénéficie juste aux riches qui ont déjà plus d'argent, encore plus dans leur poche. Nous, on trouve que ça ne fait pas bon sens comme argument. Aussi, risque de mauvaise créance. Encore une fois, dans la logique néolibérale, on pense comme les banques, on agit comme ça, on joue safe. Il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons de voir le capital, puis il y a d'autres façons de se développer. Pour prévenir une prochaine crise financière, encore une fois, il y a le commerce international, les exportations, ça ne dépend pas juste des hypothèques pour la stabilité économique. Donc, pour cristalliser un peu le débat avec tout ça, nous, d'un côté, on a un gouvernement qui nous dit écoutez, on va l'option facile, on augmente de 20% pour être certain, alors qu'ils nous ont donné aucune raison pourquoi on ferait ça au Canada. Aux États-Unis, je comprendrais, le contexte est complètement différent. Au Canada, ici, on ne sait pas pourquoi faire ça. Aussi, on nous a dit on va prévenir la crise financière, on nous a fait un beau discours économique, mais qui était bourré de contradictions, puis il manquait des éléments. On devrait des fois aller plus loin que les discours économiques, puis voir un peu un aspect multidisciplinaire. Puis nous, c'est ce qu'on vous propose, d'intégrer le social à l'économie, au ménage, aller essayer de comprendre la problématique plus loin. Les crises financières, c'est pas juste causé par les hypothèques, c'est pas juste causé par les banques, c'est causé par une multitude de facteurs. Puis c'est le temps que, comme justement, nous, on considère que les programmes pour de l'accès à la propriété, ça va vraiment aider les gens, justement, à avoir une stabilité financière, d'avoir une maison le plus tôt possible dans leur vie au cas qu'il arrive une crise. Ils vont pouvoir toujours s'en sortir. Merci. Il restait 1 minute. Il restait 1 minute. Si tu veux, continue si tu n'as pas compris. Tu pensais que je pensais que non, ça, c'était- excuse-moi. En 1 minute. Non, c'est pas grave. Fait que je faisais Go, bien go, raison. Pensez comme 1, 2, 3. On n'avait pas de problème. Bon, juste pour en venir encore sur la cristallisation. C'est enregistré, c'est bon. Pour cristalliser, encore une fois, nous, ce qu'on vous dit, c'est allez-y avec le gros bon sens, allez-y avec les valeurs humaines. Est-ce que vous pensez vraiment que les banques font pitié, sérieusement? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en touchant avec l'industrie bancaire, à l'industrie financière, qu'on va vraiment assurer une stabilité? C'est plus compliqué que ça. C'est pas juste les banques. Puis c'est pas juste de profiter que les banques fassent plus d'argent, que les banques ils soient plus sécuritaires. Écoutez, les banques ont les reins solides au Canada. Ils sont en des milliards de dollars. Donc on ne devrait pas se douter de leur capacité de jugement. Merci. Merci beaucoup. Et pour le discours de clôture, le Premier ministre, pour son temps de parole entièrement protégé de 4 minutes. Bon, Monsieur le Président, tantôt à l'opposition, on nous a dit on est au Canada, ici c'est pas les États-Unis. Mais je tiens à vous rappeler que durant la dernière crise économique, la Caisse de dépôt et placement du Québec a perdu 40 milliards avec des créances toxiques communément appelées subprimes. Puis ça, Monsieur le Président, c'est le bas de laine des Québécois. Donc on peut pas dire que c'est juste aux États-Unis que ça se passe. Rapidement, je vais réfuter les arguments du chef d'opposition. On nous a dit mais là, c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'épargner. Mais vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les gens veulent s'acheter des maisons trop chères pour leurs moyens. Puis tout ça, là, cette surenchère de je vais en acheter une plus grosse que ce que j'ai les moyens de me payer, ça crée une bulle immobilière. Puis tout ça, c'est reproduire le fameux mythe, le fameux rêve américain de je vais avoir une grosse baraque. Mais nous, au gouvernement, on pense qu'il faut être conscient de ses limites. Ensuite, on nous a et ne pas rentrer dans cette surenchère. Ensuite, on nous a dit un éternel locataire qui peut se faire sortir n'importe quand par le propriétaire. On a une régie pour régler ces trucs-là. Tu peux pas te faire sortir n'importe quand, donc tu n'as pas cette fameuse précarité. Et en plus, tu n'as pas non plus d'obligation. Tu peux partir quand tu veux. Tu n'es pas lié à plus que 3 mois. Et ça, cette liberté-là, ça vaut cher et c'est sous-estimé. Finalement, on nous a parlé de la fonction sociale des banques, que nous, on veut juste aider les riches. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, aider les gens? Est-ce que c'est de leur dire, oui, achète-toi une maison, rentre, puis que finalement, 2-3 ans plus tard, on leur dit, bon, mais là, t'as pas un moyen, fait que sac ton camp. Est-ce que ça, c'est vraiment aider les gens, Monsieur le Président? Nous, au gouvernement, on pense que d'aider les gens, c'est que une fois que tu mets le pied dans la porte, ça a peut-être pris 2-3 ans de plus, mais une fois que tu as le pied dans la porte, tu restes chez vous, c'est ton château.
rapidement. Je vais relever certains thèmes qui nous opposent l'opposition